On ne parle que de ça. S'il devait être un aliment, il serait un beignet. En attendant, il est de retour sur scène. Bonjour Michel Boujna. Bonjour. Beignet à l'huile ou au miel? Ou les deux? Moi, Oui. personnellement, à l'huile. À l'huile, il est grand, il est très large. Bon alors, vous êtes sur la scène du théâtre Édouard VII, donc avec ce nouveau spectacle Ma vie rêvée, et vous donnez beaucoup sur scène. On va d'ailleurs voir un extrait de ce nouveau spectacle, Michel. La vie, vos vies, ma vie. La vie c'est beau, la vie c'est con et c'est compliqué. Je l'adore ta vie d'ailleurs. Je l'adore, j'aimerais vivre comme toi, je te jure. Tu rentres à 3h, 3h30 du matin, tu dors jusqu'à 4h de l'après-midi, c'est une merveille. Quand tu te lèves d'ailleurs, c'est ton corps qui se lève, ton cerveau il reste dans le matelas, je suis sûr. Je t'ai tellement dit comme tu es beau que quand tu étais petit, tu croyais que c'était ton prénom comme tu es beau. Les claquettes, c'est logique. Parce que les claquettes, ça fait clac, 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 clac quand tu marches. Les tongs, ça fait pas tong, 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 tong. Le Cid de Molière, c'est une merveille. C'est vrai, regarde, nous partîmes 500. Mais par un grand renfort, nous nous vîmes 10 000, 3 000 selon la préfecture. Une bio imaginaire. Vous dites d'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'il était plus passionnant de rêver sa vie que de la vivre. Oui. C'est triste, hein? Mais non, pas du tout. Vous, est-ce que vous avez rêvé d'être journaliste? Ouais. Eh bien, c'est parce que vous avez rêvé d'être journaliste que vous êtes en train de le devenir. Et vous? Ou que vous l'êtes déjà. Moi, j'ai rêvé d'être médecin. Et puis, un jour, dans mon lit, la nuit, alors que je venais de travailler sur un film, j'avais 17 ans, 16 ans et demi, je venais de travailler sur un film comme esclave. En fait, j'étais parti en vacances et on nous a réquisitionnés pour faire le film. C'était en Lozère. Je viens de rêver que je faisais ce métier. Ça a changé ma vie. Donc il faut rêver, bien sûr. Même si on n'y arrive pas, on s'en fout. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Vous, vous diriez que ça a été à la hauteur de votre rêve, ce que vous avez vécu? Non, pas du tout. Pas du tout, vous rigolez. Moi, je rêvais d'être Laurence Olivier. Je rêvais d'être Harry Bor. Je rêvais d'être ému. Je rêvais de jouer le Roi Lear, Hamlet, Lorenzaccio. C'est pour ça que je dis que ça n'a pas d'importance. Ça veut dire que c'est comme si on part en bateau en disant on va aller là, et il y a des tempêtes. Vous apprenez à naviguer. Mais vous gardez cet objectif-là en tête encore aujourd'hui? Non, ce que je garde, non, là où c'est extraordinaire, ce qui m'est arrivé depuis si longtemps maintenant, et apparemment ça continue, c'est que je fais ce métier et que je raconte des choses auxquelles, franchement, je ne pensais pas pouvoir trouver les mots de mes émotions. Je pensais trouver mes émotions dans les mots des autres. Le moment est encore plus fort quand le spectacle se termine. Vous avez l'air mais épuisé, extrêmement ému et touché face au public qui a ri, qui vous applaudit. C'est assez impressionnant ce décalage, comme en une fraction de seconde, vous êtes quelqu'un d'autre, quoi. Parce que c'est fini, le masque est tombé et je pensais que ça allait me blaser un jour. Vous savez, quand j'ai commencé à avoir du succès dans les années 80, je me disais, ah, bon. Et après? Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais continuer à aimer? Est-ce que finalement, la seule chose que je cherchais, c'était pas le succès? En fait, c'est pas ça. Ce que je cherche toujours, c'est le miracle. C'est le miracle que ça se passe. C'est le miracle que les gens qui sont là, ils viennent. Oui, je suis bouleversé. Oui, j'adore ça. Et je suis super angoissé parce que je me dis, il me reste combien de temps à le faire? Parce que là, j'ai l'âge où on se pose la question du temps qui reste. Et vous dites mon âge, j'y pense 50 fois par jour. Ouais, ça m'angoisse pas du tout. juste va bien. je me suicide à peu près 30 fois et j'y pense 50 fois. Mais c'est aussi le fait de vieillir et de se dire peut-être qu'un jour je serai trop fatigué pour faire une performance comme celle-ci tous les soirs. On a l'impression que c'est quand même... c'est oui, physique. Physiquement, il faut être en forme, ça c'est sûr. Oui, bien sûr qu'à un moment donné, je pourrai plus. Mais je ferai cinéma. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des films comme metteur en scène. C'est pour me trouver mon recyclage, vous savez, comme les sportifs de haut niveau après. Je rebondis juste sur le cinéma, parce que vous avez une phrase quand même un peu... C'est le plan B, quoi, le cinéma. Vous avez dit, mon métier c'est la scène, j'arrêterai quand je n'aurai plus la force de jouer, et là, à ce moment-là, je ferai plus de cinéma. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais ce ne sera pas du coup pour vous la même émotion. Non, ça ne sera plus jamais la même chose. Mais par contre, quand vous êtes metteur en scène de cinéma, ça ressemble au one-man show, enfin au spectacle tout seul. Parce que quand vous êtes metteur en scène de cinéma, vous faites tout. Vous êtes partout. Alors quand je serai très vieux, j'aurai des jeunes comme vous que je frapperai, évidemment avec un fouet, en leur disant « tu vas plus vite toi, sinon je vais te casser la tête ». Et je leur dirai « tu vas là-bas, tu fais ci, tu fais ça ». Mais je serai dans un fauteuil, c'est pas grave. Mais je pourrais encore raconter des histoires. Mais
Philippe Noiret, que j'aime tant, disait c'est le plus beau métier du monde, mais mon Dieu, que le prix est cher. C'est vrai que ça nous brûle. C'est vrai. Mais moi, je rêvais juste. Qu'est-ce qui a été le plus dur, du coup, à assumer dans la réussite? Ben, le regard des L'argent? autres. Non, parce que l'argent, il est vite parti. Ça peut devenir un problème, du coup. Oui, oui. C'est toujours un problème, on s'en fout. Non, le regard des autres. Le regard des autres, le fait qu'ils ne me regardent pas comme je suis moi. Et puis moi aussi, à une époque, quand j'ai vraiment commencé à être connu avec Les Magnifiques, Troisième un Couffin, tout ça, j'allais partout à la télé. Moi, je pensais qu'il y avait une seule chose, c'était remplir les théâtres. Hein. Je m'en foutais de la télé. Alors j'acceptais tout et n'importe quoi. Et j'étais plus moi. Et tout d'un coup, je regardais ça, je disais, c'est horrible ce que tu es devenu. J'ai vomi vraiment. Hein. Et j'ai tout arrêté. Qu'est-ce que vous étiez devenu? Une espèce de clown de merde de télévision à faire des émissions partout. Et on me demandait de faire rire et j'essayais de faire rire. Le bon client, la bête de foire, et j'étais très mauvais. Très, très mauvais. Parce que c'est pas du tout moi. Moi, dans la vie, j'adore faire rire aussi dans la vie. Mais il y a mes angoisses, elles sont tout le temps présentes. Les gens du music hall sont venus me chercher. Ils m'ont dit, mais tu vas devenir une grande vedette. J'ai dit, mais je m'en fous, moi. Moi, ce que je veux, c'est juste du public dans la salle. Tout le reste, j'étais pas au courant. Après, il y a eu le Couffin, vous imaginez. Je suis passé d'une voiture qui roulait bien, pas mal, à une Formule 1, avec les ailerons sur le côté et tout. J'étais Lewis Hamilton, d'un coup. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Michel Bougenat, on vous connaît aussi comme justement un artiste engagé, j'aime pas trop cette formule, mais bon. L'homme de gauche, une autre formule, voilà, vous taquinez gentiment Hollande sur scène. En parlant de votre vie rêvée, Hollande, c'était votre président rêvé? Non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a, comme je dis souvent, il n'y a plus de carburant idéologique. Elle n'est pas de moi la phrase, elle est d'un militant d'extrême gauche que j'avais connu, mais il m'a sorti ça il y a des années, il m'a dit, tu verras, c'est comme ça que ça va se passer. Il était vraiment triste. Je suis de gauche par tradition, mais aujourd'hui je suis très embêté. Parce qu'on vit une période... à 15-16 ans, comme je dis dans le spectacle, moi j'ai vécu mes 68 et je vous jure que c'était extraordinaire. Le mouvement lycéen, vivre ça, c'était un moment extraordinaire. C'était beaucoup plus fort que ce que vivent les jeunes en ce moment à propos de Rémi Fraisse. Beaucoup plus fort. Parce que dans la rue, à ce moment-là, il y avait tout. Il y avait les étudiants, les lycéens, les ouvriers, il y avait tout. C'était toute la France. Vous pensez qu'on aurait besoin, justement, c'est un peu une espèce de fantasme aujourd'hui? Non, je pense que c'est... Est-ce que c'est un peu la seule issue ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'avec le temps, on se rend compte, quand on regarde le monde, qu'il n'y a pas de meilleure formule que la démocratie. Ça, c'est la première chose. Donc c'est ça qu'il faut défendre. Ensuite, ce qu'il faudrait réinventer, enfin, c'est chiant parce que moi je suis qu'un artiste, mais merde, en même temps je pense des trucs, puisqu'on en parle, après tout. Non, je devrais fermer ma gueule, quoi. On vous l'a souvent dit, ça? Ouais, bien sûr. Même sur les tweets. J'ai fait On n'est pas couché, là, j'ai reçu des tweets, ferme ta gueule, attends, t'es pas un homme politique. Comment tu l'as regardé, Lagarde? Il y a un mec qui m'a insulté parce que tu l'as regardé avec condescendance. Bien sûr, il est plus jeune que moi. Bien sûr, je l'ai regardé de la taille de mon expérience de vie que lui n'a pas. Bien sûr. Et bien sûr, je l'ai regardé exprès comme ça chez Ruquier pour lui dire fais attention, pour lui faire peur. Et j'ai vu dans ses yeux que... Qu'il avait peur. Bon. Il faut réinventer la fonction politique pour moi. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui pensent la même chose que moi. Retrouver la sincérité. Retrouver le sens d'être au service de la nation. On sait qu'on va prendre sur la gueule. On sait qu'on est dans une période de crise très forte, alors qu'on a généré nous-mêmes, mais que le monde a généré. Vous vous rendez compte que si on faisait la taxe Tobin, il n'y aurait pas de gens qui meurent de faim dans le monde? Si on prélevait 0,01%, il paraît, des transactions boursières, il n'y aurait pas un problème. Sans parler du problème de l'eau, qui est la bataille de demain, et qui commence déjà. Moi, je lis
je regarde. Vous en parlez avec des politiques, j'imagine que vous Oui, devez j'ai des avoir copains. accès avec des... Non, et puis j'ai des amis. J'ai des amis à droite et à gauche. Je leur dis. C'est leur job, hein. C'est eux qui... Ils vous répondent quoi? Oui, on sait, il faut le faire, mais c'est dur. Alors moi, je suis pour les grands monuments, la Comédie Française, le prestige, la classe. C'est important aussi. On l'a perdu, ça, non? Mais c'est un rôle seulement. C'est un rôle. Est-ce qu'on l'a perdu, tout ça? Je fais évidemment référence au déballage. François Ouais. Hollande en une de Voici ce week-end, son ex-femme sur la BBC ce week-end Ouais, aussi. son ex-femme sur la BBC, c'est grave. Son ex-compagne, plutôt. Ouais, c'est grave. C'est très grave. C'est un délitement. Mais bon, tout le monde peut tomber sur une folle. Hein. C'est la vie. Hein. Ça peut vous arriver à vous, à n'importe qui. C'est arrivé à d'autres hommes politiques dans le monde, dans l'histoire. Bon, il y a une époque. Oui, on a à l'époque des rois, quand le roi est tombé sur une folle, il la mettait dans un cachot et puis c'est terminé. Mais là, on ne peut pas. C'est la liberté. Ça dénote non pas... ça dénote une chose aussi. C'est que aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Voilà. Avant, on cachait beaucoup. Ou alors, il y avait une déontologie qui était différente. Parce que la fille de Mitterrand, par exemple... C'est un bien ou c'est un mal, là, typiquement, si on prend cet exemple-là? Je pense que c'est un mal, bien sûr. Je pense qu'il est important de protéger la fonction du président de la République, oui. D'ailleurs, c'est ce qui est assez émouvant chez Hollande. Parce que bon, le problème d'Hollande, c'est que embarqué dans le romantisme de sa campagne, il s'est lâché. Bon, une fois qu'il s'est lâché, après il est rentré à la maison, il a dit putain de merde, qu'est-ce que j'ai pas fait? Parce que ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. C'est comme si un mec il drague une fille et il lui dit j'ai un bateau, j'ai une villa, tu vas voir quand tu seras avec moi, jamais tu feras la vaisselle. Il y a fait le coup de l'appartement témoin et le lendemain du mariage c'est ah merde j'ai pas la machine. Ah merde, j'ai pas le bateau, ah merde. Mais t'es un salaud. C'est ça qui s'est passé. Mais il l'aimait tellement, cette France qu'il voulait diriger. Parce qu'il est sincère. C'est pas un malhonnête, Hollande. Il est sincère. Il n'est pas un grand pédagogue, mais c'est un homme sincère. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois avant qu'il soit président. Il a de l'humour, Et puis, il s'est retrouvé dans la merde. Et là, depuis qu'il prend des coups sur la gueule, mais c'est plus un président, c'est un punching ball. Moi, j'aurais jamais accepté que les journalistes me parlent comme ça. Hein. Moi, un président de la République, il me parle comme Yves Calvi, il y a parlé le jour du truc. Moi, je lui dis, mais attends, toi, tu vas te calmer, toi. Je suis président de la République, tu vas fermer ta gueule, tu vas me parler mieux. Sinon, je vais t'en mettre une. C'est pas normal qu'il lui parle comme ça. Bon. C'est quand même le président, faut pas déconner. Même s'il va mal en ce moment, même si c'est quand même le président. Oui, mais on lui a reproché justement de ne pas avoir cette stature-là de président. Oui, mais c'est pas parce qu'il n'a pas cette stature qu'on en profite pour taper un mec qui est à terre. C'est peut-être aussi pour ça que ça a cassé le rapport de force. Oui, quoi. et après, il n'a pas su comment se débrouiller. Et il essaye, parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il essaye de faire plein de trucs, Hollande. On ne le voit pas. On n'en parle pas, c'est très mal expliqué. Mais il essaye de faire plein de trucs. Ça serait dégueulasse de dire qu'il ne fait rien, Hollande. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'histoire de Trierweiler, on s'en fout. Moi, vous voulez que je vous dise franchement, je m'en fous. Je m'en fous du moment qu'il arrive à faire bien le boulot et qu'il explique bien surtout ce qu'il essaye de faire. Et surtout que ça aille mieux, quoi. Surtout que les... Parce que on a l'impression... On en parle, moi j'en parle avec des copains qui font des différents métiers, tout ça. Parce que ça me passionne, le monde dans lequel on vit. Ils me disent tous, ça va être dur encore. Ça va être très dur. Encore. Mais à un moment donné, on touche le fond, hein. Une fois qu'on touche le fond... C'est là qu'on remonte, quand on touche le fond. Ouais, bon, moi, j'espère que si on touche le fond, on ne va pas se mettre à creuser. Merci beaucoup, Michel Boujna, je vous en prie, d'être venu. Et en attendant, votre vie, votre passion sur scène, Théâtre Édouard VII, c'est jusqu'au 4 janvier. Ouais. Ma vie rêvée, c'est à 19h. Et soyez à l'heure, sinon vous vous ferez allumer devant tout le théâtre. Ouais, je massacre tout. 19h précise. Merci mais jamais méchamment. Mais si vous voulez arriver en retard, ça met de l'ambiance. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.